La civilisation musulmane du Moyen-Âge ne maîtrisait pas seulement les techniques hydrauliques. De toute évidence, ces astronomes étaient également capables de calculer avec précision les mouvements des astres. Cette connaissance était indispensable à la navigation, à l'organisation des cérémonies religieuses et à une meilleure appréhension du temps chronologique. Les savants de l'époque disposaient pour cela d'un instrument étonnant, l'astrolabe. Le musée d'histoire des sciences d'Oxford, en Angleterre, possède la plus grande collection d'astrolabes du monde. Certains considèrent l'astrolabe comme une sorte de calculateur de poche antique. Sa fonction première est de donner des repères dans le temps en se basant sur le soleil et les étoiles. C'est donc un instrument astronomique qui vous donne l'heure du coucher et du lever du soleil tous les jours de l'année, où que vous soyez. Portable et très précis, l'astrolabe était un peu le BlackBerry de l'époque. Voici le plus ancien astrolabe de notre collection. Il date de la fin du 9e siècle. C'est plus qu'une simple machine à calculer. Si je le retourne, j'obtiens un instrument d'observation que je peux utiliser pour mesurer la hauteur du soleil et des étoiles. Il suffit d'ajuster la règle afin d'aligner l'astre choisi avec le viseur de l'appareil. Il ne reste plus qu'à relever le degré indiqué par la flèche sur la graduation qui figure au bord du disque. Et cela vous donne la hauteur de l'astre observé au-dessus de l'horizon. Vous pouvez alors ensuite déterminer l'heure et la date. Les inventeurs du monde médiéval musulman étaient donc passés maîtres en l'art de fabriquer des objets mécaniques. Les villes du Proche et du Moyen-Orient étaient de grands centres d'innovation technologique. Poussant toujours plus loin leurs recherches, les savants de l'époque, tels Al-Jazari, ont ensuite appliqué les connaissances qu'ils avaient accumulées à la fabrication d'étonnantes horloges et de redoutables machines de guerre. Les travaux des savants du monde musulman du Moyen-Âge ont débouché sur la mise au point de technologies sans lesquelles le monde moderne serait bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le grand inventeur Al-Jazari expose ainsi dès le XIIIe siècle, dans son livre de la connaissance des procédés mécaniques, les grands principes de mécanique qui préfigurent l'avènement de la société industrielle. Cet ouvrage est un précieux témoignage de l'état d'avancement des connaissances technologiques à une période méconnue de l'histoire de l'humanité. Il décrit en détail une cinquantaine de machines différentes, chaque présentation pouvant ainsi servir de mode d'emploi aux ingénieurs de l'époque désireux de construire ces engins souvent compliqués. Nous avons demandé au modéliste britannique Richard Windley de réaliser la réplique d'une des machines automatiques d'Al-Jazari qui fait appel à une bougie pour calculer avec précision le temps écoulé. Il précise dans quelle matière la bougie doit être faite, ses dimensions exactes, et même la nature de la mèche à utiliser. Al-Jazari décrit 4 horloges à bougie dans son traité, faisant preuve d'un raffinement inégalé en ce domaine. Le système est actionné par la lente combustion de la bougie, qui raccourcit peu à peu, faisant ainsi bouger grâce à une série de poulies et de câbles, une aiguille sur un cadran qui permet de lire l'heure. La journée islamique était divisée en unités de durée inégale. L'heure diurne n'avait pas la même durée que l'heure nocturne, ce qui complique la tâche. La solution est pourtant d'une simplicité déconcertante. À mesure qu'elle se consume et que la cire fond, la bougie est poussée vers le haut et monte donc progressivement. Ce plomb va par conséquent descendre à la même vitesse, en tirant sur ce cordon, qui s'enroule ici autour d'une poulie, elle-même montée sur un axe. Cet axe est relié à l'aiguille du cadran sur lequel on peut ainsi lire l'heure. Cette horloge minutieusement construite fait également appel à un autre mécanisme simple que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux foyers. Pour maintenir en place le capuchon du cylindre et éviter qu'il ne cède sous la pression du poids, Al-Jazari a imaginé un système de fermeture utilisé à l'heure actuelle sur les ampoules électriques. Il est quand même étonnant de retrouver quasiment le même système 800 ans après.
Mais ce n'est pas tout. D'autres inventions, encore plus révolutionnaires, sont à mettre au crédit des ingénieurs militaires orientaux, comme l'uniforme ignifugé ou les explosifs. L'une de ces inventions allait notamment changer à jamais la manière de faire la guerre, la torpille. Les ingénieurs et les savants du Moyen-Orient ont beaucoup contribué au perfectionnement de technologies remarquables, mais ils ont mis le même talent et la même imagination à concevoir des armes de guerre aussi ingénieuses que terrifiantes. Ils se sont notamment attachés à améliorer l'usage de la poudre à canon en la raffinant. La poudre était fabriquée selon une recette qui faisait appel à des ingrédients naturels disponibles en quantité, comme le charbon de bois et le salpêtre. En mélangeant ces composants relativement inoffensifs, vous obtenez un produit qui va être au centre de toutes les guerres pendant près de 1000 ans. La poudre a été inventée en Chine, mais au début, elle n'était pas suffisamment explosive pour avoir un effet décisif sur le champ de bataille. Il semble bien que la formule qui a permis d'en faire une véritable arme de guerre ait été mise au point par les chimistes du monde musulman. C'est seulement au XIIe et au XIIIe siècle qu'on commence à obtenir des mélanges suffisamment élaborés pour permettre la propulsion de fusées, de torpilles ou de projectiles tirés par des canons et par des armes à feu telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et c'est Hassan al-Rama qui, le premier, a précisé par écrit la manière de fabriquer cette poudre. Hassan al-Rama a rédigé au XIIIe siècle un traité de génie militaire dans lequel il donnait notamment plusieurs recettes de poudre à canon. Ces travaux étaient manifestement si avancés que les historiens sont aujourd'hui obligés de revoir nombre de leurs hypothèses. Certains chercheurs pensent en effet avoir trouvé dans son ouvrage les plans de la première fusée spécialement conçue pour la guerre. Il énumère 22 recettes de poudre à fusée et décrit plusieurs modèles de missiles. C'est le véritable père de la technologie des fusées. À la même époque, les ingénieurs militaires orientaux mettent au point une autre arme capable de tirer parti des propriétés de la poudre, le canon. À la fin du XIVe siècle, en Espagne et en Afrique du Nord, certaines armées se servaient d'une forme de salpêtre purifié et cristallisé, tassé dans un récipient hermétique qui, une fois enflammé, produisait une explosion capable de projeter à distance un petit boulet. Cet usage est attesté dès 1377. Certains manuscrits parvenus jusqu'à nous montrent des soldats musulmans portant des armes de ce genre. On voit par exemple dans le livre des sciences, aujourd'hui conservé à Saint-Pétersbourg, un homme armé d'une sorte de canon portatif qui ressemble à s'y méprendre à un lance-missile moderne. Le manuscrit de Saint-Pétersbourg, qui consacre un chapitre à l'usage sérieux et récréatif de la poudre à canon, contient des illustrations montrant un petit cylindre monté au bout d'un manche. Il s'agit d'un canon à main, voire de l'ancêtre de nos armes de poing actuelles. Une arme qui préfigure en tout cas celle que portent aujourd'hui tous les soldats du monde. Ce manuscrit contient d'ailleurs d'autres informations qui montrent à quel point la technologie militaire de l'époque était évoluée, y compris dans le domaine vestimentaire. Cette tenue a été faite selon les indications données par le manuscrit de Saint-Pétersbourg. La première couche est constituée par une tunique de soie. Or, on sait bien que la soie résiste au feu. Les pilotes de Formule 1 portent tous un vêtement de soie sous leur combinaison ignifugée. Au-dessus de cette tunique, nous avons une veste matelassée, ce que les chevaliers occidentaux de l'époque appelaient un gambison, et qui était rembourré de coton. Le tout était recouvert d'une dernière couche en laine, qui constituait une protection efficace contre le feu et même contre les produits chimiques, très semblable à celle que sont censés porter les soldats modernes en cas d'attaque nucléaire ou biologique. Les illustrations du manuscrit montrent des combattants portant sur eux des engins incendiaires qui étaient probablement allumés juste avant qu'ils ne se ruent contre la cavalerie ennemie, provoquant la panique dans les rangs de l'adversaire. Les engins incendiaires ressemblaient à ça. Le manuscrit nous dit qu'ils étaient en fibre de lin. C'est ce que nous avons là. De la fibre de lin tordue à la main et garnie d'une certaine quantité de poudre noire. On voit sur les illustrations que ces petits sachets étaient fixés sur les vêtements protecteurs des soldats. On nous explique qu'ils étaient fermés avec un bout de fil de fer
qui permettait de maintenir la fibre de lin et de fixer l'ensemble sur l'étoffe. Les porteurs d'engins incendiaires étaient-ils vraiment protégés par leur tenue? Nous avons fait le test. Pendant une charge, des centaines de pétards de ce type devaient exploser simultanément, ce qui devait affoler les chevaux. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de constater que l'étoffe ne porte aucune trace de brûlure. La chaleur a à peine traversé. Manifestement, ces vêtements étaient vraiment à l'épreuve du feu. La récente découverte dans des textes anciens d'une autre invention redoutable a considérablement modifié l'idée que se faisaient les historiens des méthodes de guerre de l'époque. Il existe un certain nombre de similitudes entre les technologies militaires du Moyen-Âge et celles d'époques plus proches de nous. Je pense en particulier à un engin qui ressemble fort à une torpille. Ce curieux objet, qualifié d'œuf mobile qui s'enflamme par les auteurs de l'époque, serait en effet la première torpille de l'histoire de l'humanité. C'est une arme destinée à couler les navires. Contrairement à une torpille moderne, elle ne se déplace pas sous l'eau, mais sur l'eau. Les ingénieurs militaires de la civilisation musulmane médiévale avaient-ils vraiment les moyens de fabriquer de telles armes? Nous pensions jusqu'à présent que la torpille était une invention du 19e siècle. Le fait qu'un engin très semblable existait déjà il y a 700 ans nous oblige à regarder les choses sous un jour nouveau et à réécrire certaines pages des manuels d'histoire. Il s'agit bien d'une torpille. Était-elle efficace? Nous l'ignorons. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons demandé au modéliste Richard Windley de construire une réplique miniature de cette petite merveille de la technologie médiévale à partir des plans originaux du XIIIe siècle. Cette maquette a été fabriquée d'après les illustrations d'un manuscrit musulman datant à peu près de l'année 1220. Le texte parle d'un engin en forme de poire aplati plus précisément. Cette réplique est faite en cuivre et en fer. Ce cylindre situé sur la face supérieure contient la charge de poudre noire. La pointe permettait à l'engin d'aller se ficher dans la coque du navire ennemi. Il était alors très dangereux d'essayer de le retirer. Une fusée n'est ni plus ni moins qu'un tube à l'intérieur duquel on a tassé de la poudre. Cela ressemble beaucoup au feu d'artifice qu'on utilise encore aujourd'hui. J'ai réalisé la face intérieure de cette réplique en employant un procédé inédit. L'original possédait probablement une sorte de coque en fer martelé. La torpille était vraisemblablement bourrée d'une substance incendiaire. Destinée à semer la panique dans la flotte ennemie, elle devait également provoquer des dégâts importants. Mais quelle était la puissance exacte de cet étrange missile? On suppose qu'en prenant de la vitesse, l'engin devait se mettre à planer au-dessus de l'eau. Il devait prendre progressivement de la hauteur. Les deux longues tiges, situées sur les côtés, servent à stabiliser l'engin. Elles font office de gouvernail. Le dispositif de mise à feu est une simple mèche de coton qui a été mouillée, imprégnée de poudre, puis soigneusement séchée. Elle se consume à la vitesse d'environ 2 cm par seconde. Superbe, c'est vraiment génial. Ces gens-là étaient parfaitement capables de fabriquer des armes redoutables. Il est donc faux de croire qu'après la chute de l'Empire romain, l'humanité s'est enfoncée dans une période d'obscurantisme. Les recherches les plus récentes montrent qu'en réalité, les savants de la civilisation musulmane du Moyen-Âge, dans leur façon de penser et de concevoir de nouvelles technologies, je crois qu'ils étaient plus originaux que les Romains, et peut-être même que les Grecs. les textes de la civilisation arabo-musulmane du Moyen-Âge livrent peu à peu leurs secrets aux chercheurs. Ils révèlent l'existence de machines extrêmement élaborées à une époque que l'on croyait rétrograde. Manifestement,
il va falloir réviser la liste des grands précurseurs de la civilisation moderne. En effet, les travaux les plus récents des chercheurs remettent en cause la vision que nous avions de l'histoire ancienne. Il faut se rendre à l'évidence, l'homme moderne n'a pas inventé la société mécanisée. Il l'a simplement redécouverte. شكرا لمتابعتكم لقناتنا. لا تبخلوا علينا بدعمكم بلايك أو سبسكرايب، فذلك يسعدنا جدا ويدفعنا لعمل المزيد من هذه الأفلام. دمتم بود.